Ok, alors on y va. Donc aujourd'hui, je vous rappelle qu'on a fini le programme. Donc aujourd'hui, on va corriger le sujet que je vous ai donné. Alors normalement, c'est des sujets qui doivent pas trop. Bonjour. Donc aujourd'hui, je suis en train d'expliquer ce qu'on est en train de faire. C'est des sujets. Voilà, j'ai pris des sujets normalement que vous auriez pas dû avoir accès, mais vu que le bac est annulé, de toute façon, il n'y a pas trop de problème. Ok, pas de souci. Merci Lucie. De toute façon, elle pourra le regarder après la correction. Il n'y a pas de souci. J'espère qu'il n'y a rien de grave en tout cas pour elle. Mais voilà, je vais enregistrer et ce sera sur YouTube. Donc je vous disais, les sujets là, normalement, c'est des sujets auxquels vous n'avez pas accès. C'est un sujet sur lequel vous auriez pu tomber au mois de mai-juin, là. Sachant que l'année prochaine, ils seront publics. Donc du coup, je considère qu'on a le droit. Sachant que j'ai pas pris des sujets non plus tels quels, je les ai un peu bidouillés, j'ai enlevé des morceaux pour que ça rentre sur la partie physique et puis qu'on passe pas 5 heures à corriger. Voilà, donc aujourd'hui, je vous avais mis sur Moodle le sujet numéro 1 que j'ai fait, que j'ai trouvé sur Internet. Donc j'ai pris les parties qui m'intéressaient. Et donc on va corriger ça. Ok, ouais. Puis il y a qui c'est qui m'a contacté? Zélie, je crois qu'il m'a contacté tout à l'heure pour me dire qu'elle serait pas là non plus. De toute façon, voilà, on va fonctionner sur le même principe, hein. Toutes les semaines, je vous donnerai un sujet à faire. Donc là, le sujet, il sera disponible à partir de juste après le cours. Là, je le mettrai en ligne. Le sujet 2. Et puis la semaine d'après, on corrige le sujet 2. Et je vais essayer de m'arranger pour que les sujets tournent de manière à ce qu'on ait tout revu. Si tu veux. Voilà. Donc là, le sujet 1, aujourd'hui, le but du sujet, c'était un sujet sur le rayonnement solaire. Et ensuite sur le son. Sur la semaine prochaine, ça sera sur les cristaux, vous vous rappelez, avec est-ce que c'est cubique, face centrée, etc. Et l'autre truc, c'était sur les trajets. Donc, est-ce qu'on va en ligne droite ou pas avec la Terre parce qu'elle est sphérique. D'accord? Donc là, ce sera le sujet numéro 2. Et le 3, je pense qu'on partira un peu sur l'encodage. Enfin, on verra, je vais essayer de tout. On va essayer voilà, de passer un peu en revue tous les sujets de l'année pour que vous soyez prêts pour l'année prochaine. On y va. Donc, le sujet 1. Le sujet 1, donc, premier exercice, il parlait du film Seul sur Mars, pardon, avec Matt Damon qui arrive sur Mars, etc. Il se retrouve tout seul et du coup il essaie de planter des pommes de terre sur Mars. Alors la partie sur la pomme de terre, je l'ai pas mise parce que je suis pas prof d'SVT. Par contre, la partie qui m'intéressait, c'était justement la partie sur la puissance solaire, etc. Donc j'ai gardé cette partie-là. Le Soleil, on vous dit qu'il a une masse de 2 puissance 30 kg, qu'il est composé majoritairement d'atomes d'hydrogène et d'atomes d'hélium. Autour de lui gravitent la Terre et d'autres planètes comme Mars. La puissance réunie par le Soleil est voisine de 3,9 10 puissance 26 watts. Donc déjà, ça c'est un truc important. Donc quand vous avez le sujet devant vous, je vous conseille de prendre un stabilo puis de passer sur les choses importantes, sur les données. Donc déjà, la puissance du Soleil, on l'a. La masse du Soleil, on va la noter dans un coin aussi. Elle vaut 2 10 puissance 30. C'est des kilos. Donc ça, on le note dans un coin. Ok. Ensuite, on vous dit document 1, réaction nucléaire, la synthèse il vous explique la synthèse. Donc, on passe de 4 atomes d'hélium 1 pour arriver à un atome d'hydrogène, pardon, 1, pour arriver à un atome d'hélium 2, 4 et 2 électrons. Alors, vous vous rappelez, enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait une activité là-dessus et c'était assez complexe. Il y avait plein de sortes de réactions qui sont boîtées les unes après les autres. Et à la fin, quand on fait le bilan global, on arrivait à ça. C'est pas une réaction qui se fait en une fois, c'est assez complexe. Mais voilà, vous, ce que vous devez juste savoir faire, je vous rappelle, c'est savoir reconnaître une réaction de fusion ou de fission. Donc, première question, on vous demande, est-ce que c'est de la fusion ou de la fission? Alors, vous avez tous le droit de parler, hein, vous pouvez parler si vous voulez répondre. Par contre, si je vois que ça part en sucette, je vous couperai le micro. Alors, est-ce qu'il y en a qui peut dire si c'est fusion ou fission? Et pourquoi? Je vous écoute. Je peux. Vas-y, vas-y. Que c'est une réaction de fusion parce que c'est bien une réaction au cours de laquelle deux noyaux légers, donc l'hydrogène, se combinent, enfin se Fusionne. fusionnent pour former un atome plus lourd, l'hélium. C'est ça. Donc, en fait, tout simplement, hein, vous dites juste que des éléments légers fusionnent pour un élément plus lourd. Ça suffit comme raisonnement, fusionne, il n'y a qu'un seul S, pardon, fusionne pour former un élément plus lourd. Voilà, donc là c'était bien de la fusion, effectivement. Bon, normalement ça vous auriez fait sans problème, je pense.
Ensuite, question 2. À l'aide de la relation d'Einstein, précisant l'équivalence masse-énergie, calculer en kilogrammes la masse solaire perdue par seconde. Alors là, c'est un peu la question calculatoire. On vous dit que donc, à partir de la relation d'Einstein. Donc la relation d'Einstein, je vous rappelle, vous devez la connaître par cœur, mais vous la connaissez déjà depuis longtemps. C'est E égale m fois la vitesse de la lumière au carré. Donc E, je vous rappelle, c'est des joules. La masse, c'est en kilogrammes. Et C, c'est en mètres par seconde. Et donc nous, on cherche ça, la masse. Donc pour y arriver, on va écrire que la masse est donc E divisé par la vitesse de la lumière au carré. Sauf que E, on l'a pas. Par contre, on vous demande quelle est la masse perdue chaque seconde. Donc on a un temps, et là on a une puissance. Donc là, il faut utiliser l'autre formule que vous connaissez du cours qui dit que l'énergie dépensée, l'énergie qui a été brûlée, fournie par le soleil, je vais y arriver, c'est la puissance fois le temps. Et là, le temps, comme on vous dit que c'est en une seconde, on va prendre une seconde. Donc finalement, ça revient à dire que l'énergie en joules, ici, ça sera égal à la puissance à l'unité près, quoi. Donc on se retrouve avec la même chose. Donc on va faire 3,9 fois 10 puissance 26 joules, du coup, divisé par C au carré. Et C, on vous le donnait, mais bon, je sais pas, normalement il sera donné tout le temps, mais on se méfie quand même. Si vous le connaissez, c'est tant mieux. 3 10 puissance 8. On n'oublie pas le carré, parce que c'est une erreur que vous faites souvent, vous oubliez le carré. Donc on fait le calcul. 10 puissance 26 divisé par 3. Voilà. Divisé par 3 10 puissance 8 au carré. Et on trouve 4,3 10 puissance 1, 2, 3, 4, 9. 9, c'est ça? On a d'autres qu'on fait le calcul? Oui, c'est ça. 4,3 fois 10 puissance 9. C'est ça. 4,3 fois 10 puissance 9 kg. Ok. Alors ça fait, pour information, 4,3 10 puissance 9, si je l'écris en chiffres, ça fait un truc assez violent quand même. Mais un truc assez important. Pour ceux qui auraient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait ça chaque seconde, en kilogrammes, qui disparaissent. Mais je vous rappelle que la masse du Soleil, c'est 2 10 puissance 30. Donc 2 10 puissance 30, je ne vais pas le faire, mais c'est comme si vous aviez 30 zéros derrière, en tout. Donc on est tranquille au niveau de la masse. Donc on sait en gros en combien de temps le Soleil devrait arriver à la fin de sa vie. Ok, bon ça c'était une question. Voilà, la seule difficulté peut-être c'était de passer de l'énergie à la puissance, de la puissance à l'énergie. Mais bon, vu que c'était par seconde, on arrivait au même chiffre, donc c'était pas bien violent. Encore une fois, je vous rappelle, c'est des sujets que vous auriez pu tomber. C'est pas des sujets qui tombent du ciel. Alors, la base martienne de la mission Ares est alimentée par énergie par les panneaux solaires qui captent le rayonnement solaire arrivant sur le sol martien. Ensuite, connaître la puissance reçue par ces panneaux solaires, sachant que la planète Mars est située à distance de... Donc là, on va le noter, distance... Toujours pareil, vous notez vos valeurs, comme ça vous vous rappelez, vous quitte de vous tromper. Vous voulez passer au stabilo. Donc on a la distance Mars-Soleil. Calculer en watts par mètre carré la puissance par unité de surface traversant la sphère dont le centre est le Soleil et dont le rayon est dms. Cette puissance par unité de surface appelée constante solaire de Mars est notée C Mars. Alors, donc on prend les données de la partie 1. Donc qu'est-ce qu'on a comme données? On a la puissance solaire, d'accord? Donc on va regarder document 2, on va lire quand même le document 2. La puissance solaire reçue par Mars traverse un disque fictif de rayon Mars et se répartit ensuite sur toute la surface de la région martienne, celle-ci de rotation sur elle-même. Considérez que le disque fictif est situé à la même distance du Soleil que Mars, etc. Alors, on vous donne quoi? L'aire d'une sphère de rayon D. Ils sont gentils, ils auraient pu ne pas vous la donner. Alors, est-ce que quelqu'un va m'expliquer comment on fait ça? Ouais, non. Ouais, bah, tout d'abord, faut calculer donc la puissance par unité de surface reçue par Mars, donc appelée la constance solaire. Donc c'est égal C Mars égale à la puissance solaire divisée par l'aire de la sphère. Donc ça fait la puissance solaire divisée par 4 fois pi fois dms au carré. Ouais. Et
Donc du coup, ça donne 3,9 fois 10 puissance 26 divisé par 4 fois pi fois 2,3 fois 10 puissance 11 au carré, et ça fait environ 587 watts par mètre carré. C'est ça. Alors, je réexplique plus lentement. En fait, le soleil, il émet de l'énergie. Donc au départ, en fait, c'est comme si, si vous prenez chaque seconde l'énergie qu'il émet, au début, il va émettre une sphère, et ensuite, plus on va s'éloigner du soleil, plus la sphère va être grande. Plus l'énergie ramenée au mètre carré va être petite. Plus on est loin, forcément, plus l'énergie qu'on a émise, elle est répartie sur une sphère plus grande. Donc du coup, on va se retrouver avec une énergie plus faible au niveau du soleil, de Mars, que de la Terre, par exemple. Donc pour y arriver, on va faire comme ça. On va effacer tout ça. On va calculer déjà l'énergie par mètre carré du soleil. Donc première chose, effectivement, on va calculer la puissance. Donc la puissance du soleil est répartie, donc ce qu'on appelle la puissance par unité de surface sur la sphère dans le centre, au soleil. Ensuite, alors tu as les chiffres, Lucie, je me rappelle plus. Calcul. La puissance du soleil, la puissance solaire, c'est donné dans la première partie de l'énoncé, donc c'est 3,9 fois 10 puissance 26 watts. Ok. Et donc on va diviser par la sphère en fait. Voyons. Oui. Enfin, on va diviser par la surface. Donc en fait, l'énergie par unité par mètre carré, ça va être, eux, ils l'appellent grand S, donc c'est P sur S, et donc on va faire 3,9 10 puissance 26 divisé par 4pi fois le D au carré. Et là, le D, c'est la distance Mars-Soleil au carré. Et donc là, quand tu as fait le calcul, tu trouves combien, Lucie? 587 watts par mètre carré. Donc tu as fait 587 watts par mètre carré. Ok. C'était ça qu'il demandait, je sais plus. La puissance sur une tête de surface traversant la sphère. Ouais, ok, donc c'est bon, c'est juste ce qu'il vous demandait. Ok. Et donc il l'appelle C Mars. Ok, donc là c'est C Mars. D'accord? Question 4. La puissance solaire moyenne reçue par Mars par unité de surface est proche de C Mars sur 4. La valeur est voisine de 150 watts de mètre carré. Expliquez qualitativement pourquoi cette puissance moyenne par unité de surface est plus petite que C Mars. Alors pourquoi est-ce que, en fait, on a moins que ça? Alors, l'explication, en fait, elle est simple, en fait, tout simplement. Pour le schéma, on vous dit, alors là, si on reprend le schéma qui est ici, alors je vais faire un copier-coller, comme ça on pourra en parler. Je vais type de faire un dessin crado. Faire un petit copier-coller de ce truc-là. On va expliquer. Copier, on va le mettre là. Je ne sais pas comment déplacer. Voilà. Donc en fait, ici, si vous regardez, en fait, concrètement, on a fait le calcul comme si on supposait que c'était un disque. En réalité, c'est pas un disque, parce que quand vous êtes au pôle Nord ici, quand vous êtes ici, non, je vais le mettre en rouge. Vous êtes ici sur Mars, forcément, vous recevez moins de soleil par unité de surface, parce qu'en fait, on n'est pas sur un truc plat, on est sur un truc en 3 dimensions, comme la Terre. Donc en fait, c'est un peu comme les saisons au pôle Nord, vous allez avoir plus froid, et ici aussi. En fait, les seules saisons, en fait, quand on fait le calcul, 587, on considère que toute la planète est sur un disque plat, et du coup, toute la planète reçoit le même rayonnement. En gros, toute la planète, comme si elle était à l'équateur, en gros. Et c'est pas le cas. La planète, elle est ronde, elle est sphérique, d'accord? Comme elle est sphérique ici, les rayons qui sont là, on recevra plus d'énergie à cet endroit-là, ici au pôle Nord. Pour la même raison que vous vous rappelez sur Terre, on avait expliqué, lorsque vous avez le même rayonnement solaire qui arrive ici, sur une surface, vous avez une surface plus grande éclairée que sur un truc petit. D'accord? Si vous faites ça, vous avez une grande surface éclairée. Donc du coup, l'énergie est plus répartie. Quand on fait une moyenne, en fait, en réalité, on n'est pas du tout sur 587, mais on est sur une moyenne, sur un chiffre beaucoup plus petit, parce que la planète est sphérique. Alors il y a ça qui s'ajoute, il y a aussi le fait qu'il y a un petit peu d'atmosphère, il y a plusieurs choses qui interviennent. Et le plus gros des facteurs, c'est ça, que le Mars n'est pas plate, mais sphérique. Et du coup, on vous demande juste de le faire qualitativement, c'est-à-dire sans faire de calcul. Qualitativement, c'est-à-dire juste avec les mains, sans expliquer pourquoi. Il faut juste expliquer que, voilà, que Mars étant sphérique, on n'a pas tout le rayon n'est pas, enfin tous les rayons n'arrivent pas avec la même énergie à la surface de Mars. Donc ça dépend où vous êtes sur la surface de Mars. D'accord? Des questions là-dessus?
Ouais, non. Bon, on continue? Ok, on continue alors. Alors, exercice 2. Donc, exercice 2, là, c'était sur le son. Donc, on vous dit, voilà, qu'on va essayer de étudier la prévention d'un traumatisme acoustique. Donc, pour prévenir le risque lié aux surstimulations sonores, il existe des protections auditives de nature différente selon le type d'utilisation. Donc, il y a deux sortes de bouchons d'oreille, les bouchons en mousse, d'accord, qui sont jetables, et les bouchons moulés en silicone. Alors, les moulés en silicone, en fait, ils viennent, ils vous font un moulage dans votre oreille, c'est moulé après à votre oreille. Ça, c'est votre propre bouchon. Donc, ils sont sur mesure, nécessitent la prise d'empreinte du conduit auditif et sont lavables à l'eau et se conservent plusieurs années. L'atténuation des sons par un bouchon est égale à la diminution du niveau d'intensité sonore perçue par l'oreille en présence du bouchon. Un fabricant fournit des courbes d'atténuation en fonction de la fréquence du son pour les deux types de bouchons. Donc on voit ici par exemple que le bouchon en mousse, pour un son par exemple de 7000 Hz, il atténue quasiment 43 décibels. Alors qu'un bouchon moulé, lui, il va atténuer que entre on va dire 23 et 24 décibels. D'accord. Donc plus l'atténuation est grande en décibels, moins le son passera. On est d'accord? Donc un musicien qui pratique régulièrement un instrument tel que la batterie ou la guitare électrique a besoin d'une atténuation du niveau sonore. Cependant, cette atténuation ne doit pas dépasser 25 décibels afin qu'il entende suffisamment. Donc déjà, on retient dans un coin atténuation max 25 décibels. Donc là, on met ça dans un coin. D'accord? Alors, on y va, on répond aux questions. Donc, à l'aide du document 2, indiquez pour chaque bouchon si cette condition est respectée. Justifier. Bon, là, tout simplement, il n'y a pas besoin d'avoir fait plus technique pour comprendre que dans le cas du bouchon en mousse, on est au-dessus. D'accord? Donc, en mousse, on atteint une atténuation max de 43 décibels. Donc, c'est supérieur à 25, donc c'est pas bon. Par contre, si on regarde celui moulé, on voit que maximum, il atteint une atténuation à peu près de 24 décibels, qui est plus petit que 25 décibels. Donc, ok. Donc, pour le mousse, c'est pas terrible, ça dépasse. Et pour le moulé, c'est bien. Donc, on voit surtout qu'en mousse, en fait, il y a une petite fréquence, il est tenu vachement fort. Alors, en utilisant les documents 2, indiquez si un bouchon en mousse atténue davantage les sons aigus ou les sons graves. Justifier. Voilà, c'était question 1A. Question 1B. Donc, on regarde. Document 2, on regarde le document 2 ici, et on voit que en mousse, il atténue les hautes fréquences. Les hautes fréquences. D'accord? Parce que plus on va vers la droite sur le graphique, plus on va vers les hautes fréquences. Et plus on monte, plus c'est atténué. Donc on voit que le bouchon en mousse, il atténue plus les hautes fréquences. Donc du coup, on voit que concrètement, les hautes fréquences, je vous rappelle que ça veut haute fréquence, alors je note HF, donc des sons plutôt aigus. Donc du coup, il atténue plus les aigus que les graves. Atténue, marqué, moins les graves. Pas de questions? Alors, afin de comparer la qualité acoustique des deux types de bouchons, on a enregistré le son émis par une guitare, ainsi que les sons obtenus après le passage à travers deux types de bouchons. Le document 3 représente les résultats obtenus. Donc là, c'est la guitare classique, d'accord, sans s'occuper de bouchons, sans rien. Donc on voit qu'on a ici une grosse amplitude pour le fondamental, et puis on a 1, 2, 3, 4 harmoniques, d'accord. On voit que c'est des harmoniques parce que là, on est à... Bon, ils vous demandent pas, hein, mais on est à peu près à 600 ici, là on est à peu près à 1002, là on est à peu près à 1900, etc. Donc on est dans les harmoniques. Et là, c'est le Mi4 joué à la guitare lorsqu'on est passé à travers un bouchon en mousse. Et lorsqu'on passe à travers un bouchon en silicone, on obtient ça. D'accord? Donc à partir de la figure 1 du document 3, indiqué en justifiant si le son émis par la guitare est un son pur ou un son composé. Donc on passe sur la guitare. Donc là, c'est une question de cours, d'accord? Donc question de cours, on regarde, on voit qu'il y a plusieurs harmoniques. Donc c'est un son composé.
C'est pas un son pur. Et c'est normal, c'est une guitare. C'est pas un diapason. D'accord? Question 2b. À partir de la figure 1 du document 3, détermine la fréquence du mi-4 jouée par la guitare. Décrire la démarche employée. Donc, on repart sur le document 1. On regarde la note. Donc, le fondamental, c'est le premier pic. Je vous rappelle. Il n'est pas fondamental. Faites attention, hein, c'est pas forcément tout le temps le plus grand. Méfiez-vous, là c'est le plus grand, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc le fondamental est le pic le plus à droite, à gauche, pardon, je vais y arriver. Donc ici, le pic le plus à gauche, alors là, il faudrait regarder sur les pics, on voit qu'il est à 200, 400, 600, à peu près 620, je dirais, environ 620 Hz. Alors le mieux sur le faire, si vous avez le temps, c'est de mesurer au millimètre près. C'est-à-dire vous mesurez sur votre sujet au millimètre près, par exemple pour 4 kHz, et vous faites un produit en croix. Par exemple, je sais pas moi, ça fait 7 cm de 0 à 4, vous mesurez de là à là, faites un produit en croix, et c'est plus précis. D'accord? Là, je le fais vite fait parce que voilà, on est en train de faire un truc en vidéo, mais le jour du bac, faites-le plus précisément. Bon, après, je pense pas qu'il vous embête trop là-dessus. Mais la démarche employée, voilà, c'est juste trouver le fondamental le plus à gauche. Donc maintenant, on est en train de... Donc une exposition prolongée à un niveau... J'arrive, Florian. Une exposition prolongée à un niveau d'intensité sonore de 85 décibels est nocive pour l'oreille humaine. Donc dans un concert de rock, un guitariste est soumis en moyenne à un niveau d'intensité sonore de 100 décibels et désire préserver son audition tout en préservant une bonne qualité sonore. Donc à partir de l'étude du document 2 et 3, indiquez quel type de bouchon choisir et argumentez votre choix. Donc là, en gros, on vous dit, est-ce qu'il vaut mieux choisir le bouchon qui fait ça ou le bouchon qui fait ça? Déjà, première chose à dire, c'est que sur un concert, donc on vous dit concert, c'est environ 100 décibels. Donc déjà, on voit qu'il ne faut pas dépasser max 85 décibels. Donc on voit que les deux bouchons pourraient fonctionner, parce que les deux bouchons, ils sont au moins 15 décibels pour les deux bouchons, je vais noter. Il faudrait rédiger mieux que ça. Donc il faut dire, voilà, première chose, vous dites que les deux bouchons sont potentiellement utilisables pour le volume, que les deux bouchons suffiraient à atténuer suffisamment. Mais le musicien veut conserver les harmoniques. Conserver les harmoniques. Pourquoi il faut conserver les harmoniques? Pour pouvoir entendre le son correctement. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Florian, allez. Donc conserver les harmoniques. Et donc du coup, on va regarder les fréquences. Si on regarde, si on prend le bouchon en mousse, on voit que les harmoniques sont complètement... Donc on remonte un petit peu. Il y a des harmoniques qui disparaissent. D'accord? Si on regarde, il y a des harmoniques qui sont quasiment limitées. Les harmoniques disparaissent. Alors que si on regarde le bouchon en silicone, il n'y a qu'un seul L, il y a un changement de volume. Si vous comparez entre celui-là et celui-là, on voit que la forme des harmoniques est conservée entre le doc 1 et le doc 3. Donc vous dites doc 1 et doc 3. Donc il faut que vous nommiez les documents pour vos corrections. D'après document 1 et document 3, on voit mêmes harmoniques. Donc le son complexe est préservé. Donc tout simplement, voilà, préservé. Et donc on vous demande quel est le bouchon qui va choisir. Et ben vous dites que, en gros, si vous voulez faire un petit schéma rapide, vous dites pour le volume, condition, on peut faire un petit graphique, vous dites, voilà, au départ, première condition, atténuer à 85 décibels, max. Donc là, les deux bouchons, donc mousse et le silicone, les deux sont OK. D'accord? Compte la deuxième condition,
c'est les harmoniques conservées. Que le son sonne pareil, hein. Si ça sonne pas comme une guitare, bah, le guitariste va être un peu perturbé. Là, on voit que la mousse, ça va pas. Par contre, le silicone, c'est nickel. Parce qu'on voit que les harmoniques sont conservées. Donc là, le silicone, ok. Par contre, la mousse, ça va pas. Donc, du coup, si on fait la somme des deux conditions, parce que c'est les deux conditions qui doivent être réunies, on voit qu'il n'y en a qu'un seul qui correspond. C'est le silicone. C'est bon? Des questions sur ce sujet? Donc là, il y aurait eu d'autres questions, hein. C'est pas un sujet entier. Il y aurait eu des questions des SVT, etc. sur le sujet-là. Pas de questions? Non, c'est bon. Ok. Alors, bah, du coup, s'il n'y a pas de questions, vous n'avez pas d'autres questions sur des sujets de l'année, n'importe quoi? Tout va bien? Bon, bah, écoutez, si tout va bien, on va s'arrêter là-dessus. Je vous mets en ligne le sujet numéro 2, d'accord? Je vous mets le sujet numéro 2 à faire pour. Du coup, on fera peut-être vendredi prochain, vu que c'est plus férié, donc on va repasser sur le vendredi à 14h. Donc, vendredi 14h. Je vais le redire là, je vais le noter. Vendredi 14h, on se retrouve pour faire le sujet 2. Je vous le mets tout de suite en ligne. Et je vous mets ici aussi la vidéo qu'on vient de faire aujourd'hui sur la page YouTube Monsieur Bucher. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi ensoleillée, bonne journée et à vendredi. Bonne journée. Bonne journée.